Salut les amis, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous ai fait une petite ambiance comme le main event, hein, ce fameux main event dont on parlera encore longtemps, très longtemps, parce qu'il y a des limites à ne pas franchir. Quand on nous baise, il y a un an de cela, dans le main event de Hell in a Cell 2018, avec un no contest, qu'on nous refait la même blague un an après, à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire arrêtons l'enculade, arrêtons de nous foutre de se foutre de notre gueule, parce qu'à un moment donné, basta. Basta tout simplement, parce que il y en a marre de ces bookings à la mort moelleux, de ces bookings incohérents, de ces bookings de merde qui ne conduisent à rien et qui sont faits en dépit du bon sens. Et encore et toujours, le fameux tonton Vince qui croit toujours qu'il a les bonnes idées alors qu'il ne fait que de la merde. Et ce, depuis de trop nombreuses années. Et ça le fait rire. Ça le fait rire en plus. Le public comme jamais je n'ai vu en 30 ans de passion. J'en ai vu des pay-per-view. J'en ai vu. Je les compte même plus. Mais jamais j'ai entendu des réactions pareilles en fin de show d'un public absolument hostile qui a montré sa désapprobation, sa haine et son ras-le-bol envers un booking, envers une direction, envers une compagnie, pour même, jusqu'à même, chanter et E-dub et E-dub. À un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut se poser les bonnes questions, parce que là, il y en a ras le cul. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc là, il y en a ras le cul. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que Polyman, machin, je prends les rênes d'euro, Bischoff, machin, je monte au créneau aussi à SmackDown. La SmackDown sur la Fox, le côté sportif, nanana, Raw Season Premiere, on va tout changer, on va faire une draft, on va partir sur quelque chose de neuf, un nouvel élan, voilà, des nouvelles têtes. C'est toujours pareil. On nous promet toujours du changement, on nous promet toujours quelque chose de mieux que ce qu'on a connu depuis ces dernières années. Et jamais on ne voit ce changement, ce putain de changement, ce léger mieux, ce vrai changement. On ne l'a pas. On ne l'a pas, je suis désolé. Regardez encore ce pay-per-view. Banal au possible. Banal au possible. Alors ok, il avait pas trop mal démarré. Le Becky Banks, il était somme toute assez correct. Une bonne baston entre les deux filles. Franchement, c'était plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que la fin, elle a faim, regardez. Banks, elle abandonne, alors qu'elle avait fait un travail intelligent sur le bras de Becky Lynch pour, vraisemblablement, lui empêcher de porter son Disarmor. Donc c'était quand même un travail très intelligent de sa part. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Elle se fait enfler par un Disarmor. Alors qu'en plus, il y a des chaises à proximité, il y a même un amoncellement de chaises. Elle peut pas prendre une chaise et frapper Becky avec. Non, on termine comme ça. Et Becky dans les larmes. Banks dans les larmes. Banks dans les larmes. Ça fait bien sûr écho aux pleurnicheries, soi-disant pleurnicheries qu'elle avait eues à WrestleMania et qui ont causé sa longue absence. C'est toute une histoire qu'on nous raconte à travers ça. Et les larmes de Banks, elles sont pas si fausses que ça. Je suis sûr qu'il y a
même plus de 50%, même 60, 70% des larmes qu'on a vues qui étaient réelles chez Sasha Banks. Vraiment. Et on retrouve ça en parallèle. C'est ça qui est drôle. Il n'y a rien de laissé au hasard. Bayley qui s'attaque à la jambe de Charlotte. Également, on pourrait se dire que c'est aussi un peu de façon à contrer le figure 8, de l'empêcher de porter ce figure 8. Et comment le match se termine? Par un abandon sur un figure 8. Exactement le même finish que pour Banks. Et qu'est-ce qu'on a encore? La caméra qui s'attarde sur Bayley en train de pleurer. Bien sûr que c'est pas laissé au hasard tout ça. Bien sûr. Et au final, on ne change rien. Le couple, oh ce fameux couple, Rollins, Becky, oh là 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 là. Il faut surtout pas toucher à ça. On leur laisse les ceintures, hein? Parce que bon, Becky, elle a eu son fameux segment avec le Rock. Elle est over. Elle est sur la pochette de 2K20 qui va sortir d'ici quelques jours. Il faut pas toucher à ça. Il faut qu'elle reste The Man. Il faut qu'elle reste la championne d'Euro. Donc le heel turn de Banks, hein, son grand retour, ça a servi à que dalle. Voilà, ça a servi à que dalle. Et le match aura beau être plutôt sympa, peut-être même probablement le meilleur match de la soirée. Ben voilà quoi. On ne capitalise pas. Il y a la draft qui arrive. Eh ben non. Banks ne gagne pas. Elle ne capitalise pas sur son heel turn. Et Becky reste championne. Elle n'ira pas du côté de SmackDown. Donc, comme on ne sépare pas les couples, Rollins va rester aussi du côté de Raw. Et avec sa ceinture en sus. Voilà. Et donc, du coup, bah, on ne change rien. Et en plus, Bayley se fait enfler, se fait prendre sa ceinture. Donc voilà. Double heel turn, si on peut dire. Un double heel turn inutile. Alors qu'elles étaient parties sur une voie dorée. Elles auraient pu gagner toutes les ceintures. Eh ben non. Non, 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 non. Ça se passe pas comme ça, la WWE. Ça se passe pas comme ça. Je ne vais pas parler du kick-off. Hein, absolument inutile. Hein, le Natalya et Lacey Evans. Un match banal au possible. Victoire de Natalya. Voilà. Et en plus, elle porte une women's right pour se moquer d'elle. Et en plus, on nous annonce un 877e match entre les deux dans un last woman standing match dans l'Euro qui a suivi et que je n'ai toujours pas vu, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais c'est encore un énième match alors que cette feud, on n'en a rien à carrer. Bref. Voilà, bon, le Becky Banks, hormis cette fin donc, qui me pose question et que je trouve pas belle et dégueulasse, le match était pas mal. Le 2 contre 2, le match était pas mal aussi, avec pas mal de fights entre les deux, entre les deux équipes. Hein, Reigns, Bryan, Harper et Rowan. On utilise des armes, on utilise les tables des commentateurs, on utilise même une barricade de la part de Rowan pour foncer sur Reigns avec. Voilà, il y a du spot. Tornado, hein, ça a été annoncé comme un Tornado Tag Team Match, hein, ce qui n'était pas prévu. Ce qui permettait donc de ne pas faire de changement et finalement que les 4 hommes soient sur le ring et même hors du ring en même temps. Donc même pas de disqualification, donc ça pouvait donner un petit fight sympa. C'est ce qui a été le cas, mais je déplore bien sûr cette fin, puisque Roman Reigns fait le tomber sur Harper, et voilà, et les Faces gagnent. Et les Faces gagnent, alors que Harper et Rowan, c'est quand même l'équipe la plus expérimentée du lot, alors que Reigns et Bryan, c'est pas une équipe. En plus, en tout cas, in kayfabe, c'est une équipe qui ne s'entend pas très bien. Ils ont des petits problèmes quand même. Hein, donc, c'est pas l'entente cordiale. C'est pas la confiance à 100% dans l'équipe. Et ils arrivent à battre une équipe dangereuse qui se connaît depuis X années. Voilà donc à quoi a servi toute cette histoire de merde, ce booking raté, hein, cette storyline ratée de l'agression de Reigns. Et le clou du spectacle, en plus, c'est que Daniel Bryan assoit son face turn avec un hug. J'ai bien dit un hug sur Roman Reigns et une poignée de main. Donc le heel turn de Bryan qui a été merveilleux. Le run de heel était merveilleux de Bryan et il retourne face déjà. Déjà.
Vous vous foutez de ma gueule, quoi. Vous vous foutez de ma gueule. Donc Harper et Rowan, c'est pareil. Ils se font battre. Heureusement que c'est pas Rowan qui prend le pin. C'est Harper qui le prend, mais même. C'était pas à eux de gagner ce match. Vous auriez pu construire quelque chose avec une défaite, une mésentente. Et voilà, vous faisiez une feud entre Reigns et Bryan. Vous construisiez quelque chose. Là, vous foutez la merde. Et Harper et Rowan, voilà encore le doigt que vous prenez dans la gueule comme Bayley et comme Banks. Parce que Reigns, encore une fois, il est aussi sur la jaquette de 2K20 avec Becky. Hein, donc il faut pas qu'il perde aussi. Hein. Il faut qu'il ressorte vainqueur de cette feud de merde. Il faut un happy end. Connard, va. Connard. Ali Orton qui n'était pas prévu non plus. Hein, juste parce que backstage, durant le kick-off, petite interview, Ali qui dit ouais, bon, bah, il y a la draft qui arrive, donc c'est l'opportunité pour moi de rebondir, quoi. Et puis Orton qui arrive, et puis qui parle de momentum. Il dit le momentum, je crois que le momentum, je te l'ai un peu cassé, là, il y a quelques mois, hein, à l'Elimination Chamber. Et puis évidemment, Ali le prend mal, il dit on se voit sur le ring, là, ce soir, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Et on verra qui a le momentum. Challenge accepted. Et voilà comment ça a été booké. Match banal. Orton dans son pur style traditionnel, méthodique. Les petits belly to back suplex sur la table des commentateurs. Dripping DDT. Son tentative de RKO. Voilà, c'est le seul moment que j'ai préféré. C'est peut-être même le moment que j'ai préféré de la soirée. C'est cette esquive magnifique du RKO en se mettant debout sur les mains. J'ai trouvé ça génial. C'est le move de la soirée. Et même, j'ai même vu que Cody, en personne, avait tweeté ça et avait fait un petit clin d'œil, hein, un petit clin d'œil sympa à ce geste. Et c'est bien de sa part, parce que moi aussi, j'ai trouvé ça génial de sa part comme geste, même si au final, ça n'aura pas suffi. Il aura tenté à nouveau son petit X-Factor qu'il avait déjà porté plus tôt dans le match. Mais cette fois-ci, il se fait contrer par un RKO from out of nowhere. Classique Orton. Mais ce qui est pas mal, c'est quand même Orton a montré hein, du regard, et puis même avec le doigt, il a montré Ali pour en signe de respect, quand même. Parce que même s'il est heel, il a vu que Ali, c'était du potentiel. Et qu'il faut pusher Ali, il faut lui donner quelque chose, un title shot, et qu'il ait un titre intermédiaire, à minima, ceinture intercontinentale ou ceinture de USA. Il faut qu'il ait quelque chose, parce que ce gars, c'est une vraie pépite. Une vraie pépite. Et je l'ai vu dès le début, à 205 Live. Vous vous souvenez, regardez mes premières vidéos. J'avais fait un top 10 de mes superstars préférés de 205 Live. Et qui était le numéro 1? C'était Ali. C'était Ali. Et ça date, hein. Elle date, cette vidéo. Parce qu'à l'époque, il y avait même Neville qui était dans mon classement. Il était deuxième, si je ne m'abuse. Donc ça date, hein, cette vidéo. Et Ali, je l'avais déjà repéré, ce gars. Donc ça ne m'étonne pas qu'on le voit dans le main roster et qu'il nous fasse des super prestations. Et là encore, il a été, voilà, encore très très intéressant. Et alors, Papy Orton a montré la voie, il a quand même montré que c'était lui le vétéran et que c'était lui le maître. Et c'est lui qui a gagné. Et en disant, pas maintenant, petit scarabée, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt, petit scarabée. Mais un petit signe de respect quand même. Mais le match, banal au possible. Banal au possible. Le 2 contre 2 féminin. Alors là aussi, très surprenant, puisqu'on a vu des Kabuki Warriors donc, qui affrontaient Bliss et Cross, avec une attitude très différente, très heel, hein, notamment Kairi Sane, hein, et piquette dans les yeux, on tentative on serre les mains, et puis serre la main, on leur retire, un peu d'agressivité aussi de la part d'Asuka, enfin, changement d'attitude complet. Et puis bien sûr cette fin avec Cross qui appelle Bliss, sauf que Bliss elle est à l'extérieur, elle porte un cannonball sur Sane, et puis du coup elle est déconcentrée, Cross, et puis du coup elle en profite, Asuka derrière avec un green mist, mesdames, messieurs, un green mist, quelque chose d'assez rare, encore plus chez une femme, et un petit high kick, et
nouvelle championne, les Kabuki Warriors. Donc au passage quand même, Triple Crown Champion, Asuka, qui remporte le titre NXT, championne NXT, championne de SmackDown et championne par équipe. Donc Triple Crown Champion, on peut le dire. Maintenant, bon, j'ai lu une news qui disait que finalement, s'ils ont fait ce choix-là, c'était parce que Bliss et Cross, ça fonctionne bien. Donc on va les laisser ensemble. Mais l'idée, c'est que en fait, on va... C'est triste, hein, mais à l'abord de la draft, étant donné que les Kabuki Warriors, c'est une équipe qui n'intéresse personne, eh ben, on va les resplitter. Et en plus, on va splitter les ceintures. C'est-à-dire que les ceintures par équipe féminine, elles vont déjà disparaître. Et oui, elles vont disparaître après 8 mois d'existence. C'est triste, mais de toute façon, c'était prévisible. Et c'est une très bonne décision. Si c'est officialisé, si c'est confirmé, c'est une très bonne décision. Puisque de toute façon, ça n'intéresse personne. Et en plus, ça mobilisait plein de filles, notamment les Kabuki Warriors. Donc je suis très content qu'elles soient splittées. Donc à mon avis, à la prochaine draft, qui va avoir lieu vendredi pour SmackDown et lundi prochain pour Raw, il y en a une des deux qui va passer à Raw. Peut-être Kairi Sane qui va passer à Raw et Asuka qui restera à SmackDown. Ou inversement, on verra bien. Mais parce que du coup, les ceintures par équipe, terminées. Et Kabuki Warriors, terminé aussi. Par contre, Asuka, Bliss et Cross, pardon, on va les conserver ensemble. Parce que c'est plutôt quelque chose qui fonctionne bien. En tout cas, d'après les officiels. Voilà, ça c'était la petite news backstage. Mais le match... match de tag team féminin, quoi, banal, il n'y a rien de spécial de ce côté-là, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sinon, il y avait The OC avec un partenaire mystère qui affrontait... non, c'est The OC, pardon, qui affrontait les Viking Raiders avec un partenaire mystère. On l'a appris aussi tardivement. Je pensais à Aleister Black, c'était ce qui me hypait le plus. Et puis finalement, c'était tout simplement Braun Strowman, puisque bon, c'est vrai qu'il a eu quelques problèmes avec The OC dans le passé. Il avait même touché la ceinture US, hein. On croyait qu'il allait peut-être avoir un match pour ça. Alors ce sera peut-être l'idée d'ailleurs dans l'avenir. Et puis alors le match de merde, quoi, qui se termine en même pas 10 minutes. Il y a attaque à la jambe sur Braun, et puis running power slam tenté par Braun sur AJ, et puis finalement Gallows et Anderson qui rebalaye la jambe de Braun, qui avait été un peu blessé par AJ plutôt dans le match, notamment avec un calf crusher. Et puis attaque à deux, et puis voilà, l'arbitre qui sonne la cloche, disqualification des IOC, donc victoire de Braun et des Viking Raiders par DQ, enfin fin de match de merde. Tout ça pourquoi? Parce que AJ va tenter un phénoménal forearm sur Braun, alors que Viking Raiders ont fait un double topé suicida sur The OC à l'extérieur. AJ tente un phénoménal forearm et puis il se fait contrer par une énorme droite de Braun. Braun qui est content, il monte son poing là. Et bien évidemment, c'est pour nous teaser un probable futur match à Crown Jewel entre Tyson Fury et Braun Strowman. Et oui, on va la voir, hein, on va la voir. Et c'est peut-être même déjà booké à l'heure qu'il est, puisque j'ai pas vu Raw, et puis que Tyson Fury de toute façon devait intervenir dans ce Raw. Donc à mon avis, il y a eu encore un petit peu de hit entre les deux. Ils ont dû builder le truc encore plus. Et voilà quoi. Donc Braun se révèle en tant que boxeur. Voilà. Et puis Tyson Fury, il va feuder avec lui. Puis voilà, on va avoir un match de merde à Crown Jewel, quoi. Puis Braun, c'est le nouveau Big Show, quoi. Il va faire que des matchs exhibition. C'est une bête de foire, quoi. Voilà. C'est un monstre, une bête de foire. C'est ça. Il sert qu'à ça, quoi. Il sert qu'à ça. Et puis on le met avec des stars comme avec Colin Jost et Michael Che, Andre the Giant Memorial Battle Royal de WrestleMania. C'est que ça maintenant, Braun. Et il touchera jamais une ceinture. C'est dégueulasse, Corbin et Gable. Voilà la revanche de la finale du King of the Ring. Match de merde. Corbin qui ridiculise encore Gable au début, en reparlant voilà, et puis il en rajoute avec le segment sur le Rock, hein. Il dit qu'il a remis le Rock à sa place, et puis il reparle encore des petites blagues sur la taille de Gable, hein. Il l'appelle Shorty Gable, donc on n'est plus très loin du Shorty G, hein, le fameux Shorty G. Et puis voilà, et après Gable, il est très sûr de lui, il parade pas mal, Corbin.
Il y a même des petits chants STD, hein, Sexually Transmitted Disease, hein, maladie sexuellement transmissible. Hein, c'était en rapport avec le segment avec le Rock et Becky Lynch de vendredi dernier, bien sûr. Et puis il récupère son sceptre à l'extérieur, il veut frapper connement Gable avec. De toute façon, il n'avait pas envie de ce match, hein, c'est ce qu'il a dit au début, hein, dans sa promo. Pourquoi est-ce qu'on me fait encore affronter Gable? Donc il en a marre, il prend son sceptre, et puis évidemment l'arbitre il en empêche, il le retire des mains, il est déconcentré. Et puis un petit schoolboy des familles pour Gable qui s'impose comme ça. Voilà, victoire de Gable, super. Match de merde. Puis plus tard, on verra une petite interview où il parade un petit peu, il se vante un petit peu, Gable, en disant que finalement c'était lui the bigger man. Et puis il s'en va, et puis il se fait surprendre par Corbin qui défonce littéralement Gable. Il le balance à travers une porte jusqu'à dans des escaliers, là, au pied des escaliers. Voilà, il le bourrine, quoi, tout simplement. Ça sent quand même la Team Hogan pour Gable à Crown Jewel. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. De toute façon, il va y avoir quelque chose à ce niveau-là. Il y avait quoi? Bayley Charlotte, comme d'hab, entre les deux. Hein, c'est pas génial entre les deux. Hein. C'est pas génial. Et comme je vous dis, on retrouve un peu le même côté que Banks, hein, où Bayley travaille la jambe de Charlotte, mais tout ça pour faire quoi? Pour se faire quand même, pour abandonner par un figure 8, quoi. C'est malheureux, c'est terrible, c'est terrible. Et voilà, quoi, donc une nouvelle championne, Charlotte, qui est sans doute plus bankable à SmackDown en tant que championne que Bayley. Hein, c'est ce qu'ils ont dû se dire à la Fox. Hein. Donc, si ça se trouve, c'est un choix de la Fox. Parce que Ric Flair, Charlotte Flair, voilà, c'est beaucoup plus connu. Et puis pour la Fox, c'est mieux d'avoir une championne comme Charlotte Flair, qui devient au passage, tranquillou, 10 fois championne. Hein. 10 fois championne. Voilà, quoi, elle va dépasser son père, hein, à un moment donné, elle va devenir, 17 fois championne. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, voilà, le titre 24/7, hein, Tamina qui le récupère en coulisses. Et puis finalement, Carmella la surprend plus tard. Justement, juste avant le match de Bayley Charlotte, il y a Tamina là qui est un peu dans la foule. Elle prend Funaki, qui est commentateur japonais. Funaki, elle le prend en otage. Elle le pousse sur R-Truth. Et derrière, Carmella porte un super kick à Tamina. Mais Carmella, bizarrement, au lieu de récupérer sa ceinture que venait de perdre, non, elle laisse R-Truth faire le tomber sur Tamina. Probablement pour le chiffre symbolique, puisque R-Truth devient 20 fois 24/7 champion. Donc après les 10 titres de Charlotte, on a aussi les 20 titres d'R-Truth 24/7, c'est n'importe quoi. Voilà. Et donc pour le match, Charlotte, dans un match vraiment très moyenasse, donc s'impose et devient championne pour la 10e fois. Donc tout confondu, bien sûr, hein, SmackDown Hero confondu. Je sais pas combien de fois elle va devenir championne, celle-là. Enfin bref. Faut pas qu'elle dès qu'elle n'a pas de ceinture, et il faut que ça urge, comme un besoin urgent de pisser. Il faut absolument que Charlotte récupère une ceinture très vite, très vite. Sinon, c'est une catastrophe pour la WWE. Et on passe au main event, cette parodie de catch, à cette honte totale, cette dégueulasserie humaine. L'entrée du film, toujours superbe. Mais qu'est-ce que nous font les commentateurs à parler sur le thème? Les commentateurs qui parlent sur le thème du Fiend, alors que c'est que la 2e fois de l'histoire qu'on entend ce thème après SummerSlam, ils nous parlent sur eux, ils parlent sur le thème. Ces enculés, ils parlent sur le thème, ça m'énervait. On nous balance donc cette petite lumière rouge là. Oh, cette lumière rouge. Oh, c'est impressionnant. Voilà. Et puis voilà, booking absolument prévisible, hein, comme je vous l'avais dit. En tout cas, le côté invincible du Fiend, hein, qui se relève de tout, qui KO à 1. 11 curb stomp, j'ai compté, 11 curb stomp. 11 curb stomp. Des dégagements à 1, des coups de chaise, coups d'échelle, boîte à outils, sledgehammer, ça, on en reparlera plus tard. Un gros maillet qui avait sorti The Fiend de sous le ring. Il s'y pris un curb stomp dessus aussi.
Mais le Fiend, il se relève de tout, il kick à 1, 2 au max. Tu peux pas, tu peux rien faire. Tu peux pas l'ébranler. Tu peux rien faire. Tu ramènes tous les outils. Rollins, il en PLS, il en peut plus, il a peur. Il sait plus quoi faire. Il s'énerve. Il ramène tout ce qu'il est possible de ramener. Il ramène des kendo sticks. Il a tout tenté. Pedigree, cup stomp, cup stomp, cup stomp, cup stomp, cup stomp, cup stomp. Pedigree, il tente tout. Les coups de chaise. Il bloque les chaises contre une échelle. Paf, paf, les boîtes à outils, quand tout. Rien à faire, rien à faire. Et puis donc c'est là qu'il s'énerve et puis il se dit bon, je vais encore faire mon Triple H après un pedigree. Je vais ramener le sledgehammer. Mais il hésite. L'arbitre lui dit non. Ah bon? Ah bon? Comment ça non? On m'aurait menti, le Hell in a Cell match n'est pas un match no DQ. On m'aurait menti. On n'a pas le droit de se servir d'un sledgehammer dans un match no DQ. Hein? C'est trop dangereux, un sledgehammer? Hein? L'arme qui a fait une grande partie de la carrière de Triple H, c'est devenu une arme interdite sur un ring de catch. On ne peut pas l'utiliser. Allez vous faire enculer, WWE. Rollins hésite, il prend le sledgehammer et puis bam, rien à battre, je frappe le Fiend avec. Et puis là, bing 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 bing. Et voilà, la fin la plus honteuse de l'histoire du catch. Et le public l'a bien compris. Refund. Remboursé. Et dub. Bullshit. Voilà. C'est tout ce qu'on a entendu pendant les 5 minutes qui ont suivi le match. Et c'était plus que mérité. On ramène la civière, les officiels. Rollins, il comprend pas. Il a des remords. On le met sur une civière, The Fiend. Et puis Rollins, qui agit comme un faux babyface pendant tout le match, hein, quand même. D'ailleurs, le public a sifflé pour ça aussi. Parce que c'est un faux babyface. Depuis quand un babyface, il prend des armes pour tuer quelqu'un, pour battre quelqu'un, il prend des armes. Alors on est loin du Kofi Bryan, là. On est loin du Kofi héroïque qui essaye de s'imposer contre tous les paris et qui s'impose avec un public investi derrière. Non, on n'est pas sur ce genre de babyface. On est sur un babyface qui est prêt à tuer pour gagner un match. À utiliser les attaques, n'importe quelle attaque, et toutes les armes possibles et les gestes les plus vils possibles pour s'imposer. Et évidemment, le public n'aime pas ce genre de procédé. Et puis là, il nous fait le petit babyface là avec des petits remords pour voir quand même s'enquérir de l'état du Fiend. Alors il s'approche de lui, il le tire comme ça par le maillot là. Eh, ça va, hein, connard, va. Et puis Mandible Claw. Le public siffle. C'est trop tard, le mal est fait, l'ignominie est faite, ce no contest, puisqu'au début, tout le monde pensait que c'était un DQ, et en fait, on a appris plus tard que c'était un arrêt de l'arbitre, un no contest, ce qui fait que ça fait 2 ans de suite qu'on nous encule, 2 ans de suite qu'on nous encule dans un Hell in a Cell match, qui se termine donc sans vainqueur. J'ai bien dit sans vainqueur. C'est un Hell in a Cell match. Un Hell in a Cell match, c'est un match où there must be a winner. Un match où il faut un vainqueur. Coûte que coûte. Il n'y a pas d'autre solution possible. Même des interventions extérieures, peu importe, à la fin, il doit y avoir un vainqueur. Et ça fait 2 ans de suite que dans le main event de Hell in a Cell, il n'y a pas de vainqueur. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Who booked this shit? Vince McMahon, bien entendu. Qui d'autre? Vince McMahon. Évidemment, pas de vainqueur. Alors, à quoi ça sert, tout ça? À quoi ça sert? Le Fiend, ok, il passe pour quelqu'un d'invincible, mais il passe aussi pour un con, enfin. Qu'est-ce que tu peux faire? À quoi ça sert, ce Hell in a Cell match?
Si tu fais un DQ derrière, enfin un no contest, à ce moment-là, enlève la cage, fais un match normal. Fais un match normal. Au moins, bon, bah, Rollins, s'il se fait disqualifier, bon, bah, au moins, le disqualification, elle serait possible si c'était un match simple. Mais là, justement, il y a la cage, il y a tout pour justement régler ça une bonne fois pour toutes et qu'il n'y ait pas de doute. Entre hommes, dans une cage, pas d'intervention extérieure. Et ben même ça, même en faisant ça, ils trouvent le moyen de se foutre une putain de balle dans le pied en faisant un no contest. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête à la WWE. C'est pas possible, quoi. Faire une merde pareille. Je suis, mais d'une colère noire. Noire. On peut pas finir un show comme ça. C'est une putain de honte. Une putain de honte. Et j'ai presque envie d'arrêter. De tout arrêter. Ma passion, les vidéos, tout. Je sais même pas si j'ai envie d'aller voir du côté des NXT, de AEW, d'arrêter la WWE et le main roster. Je sais même pas. Ça dégoûte de tout. Une fin pareille. Ça dégoûte de tout. Même si il va être capitaine de la Team Hogan à Crown Jewel et que peut-être qu'il va perdre son titre universel dans les jours à venir et peut-être qu'il l'a déjà perdu à l'heure actuelle, j'en sais rien. C'est trop tard. C'est trop tard. Et de toute façon, The Fiend, on a compris, il ne sera jamais champion, The Fiend. Jamais. Parce que du coup, il est trop invincible. Imaginez, vous lui donnez la ceinture. Qui va la prendre? Qui va lui prendre, la ceinture? Il est invincible. Il faut le tuer pour espérer quelque chose. Il faut le jeter par une falaise. C'est The Mountain. C'est Clegane. C'est la montagne Clegane. Il est invincible. Faut jeter de 8 mètres, de 25 mètres de haut, de 50, 60 mètres de haut. Faut se plonger pour le battre. Impossible à battre. Donc à ce moment-là, il ne gagnera jamais le titre. Jamais. Ça sera un homme de coups, un homme de feud, comme l'Undertaker. Ils veulent en faire un espèce de taker, le gars mystique, qui fait peur, imbattable. Ça va faire comme ça. Mais une ceinture, ça ne lui va pas. Ça ne sera pas un homme de ceinture. Et le public, il était dégoûté. Mais comme nous tous, dégoûté. Parce que cette fin de match était nulle à chier. Nulle à chier. Et pourtant, je suis bien d'accord sur le fait que ça aurait été probablement trop tôt pour lui donner la ceinture au Fiend. Mais de toute façon, il ne la gagnera pas, cette putain de ceinture. Il ne la gagnera pas. Ça sert à rien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on proclame un no contest parce que on considère que The Fiend, de toute façon, il est, entre guillemets, unable to compete. C'est-à-dire qu'il ne peut plus combattre, puisqu'il est KO. Alors qu'en fait, Rollins, il arrive et puis il se prend Mandible Claw. Donc en fait, il est en pleine forme, The Fiend. Alors qu'est-ce qui empêche l'arbitre de restart the match? Il a le droit de restart the match. Une décision arbitrale annulée, ça s'est arrivé 25 fois, même plus que ça, dans l'histoire de la WWE. Alors restart the match. The Fiend va bien. Restart the match. Et le public, il aurait été content. Il aurait fait yes, yes, yes. Mais ne finissez pas ça comme ça. Parce que tout ce qui s'est passé après, le public n'en avait plus rien à foutre. Même si Rollins derrière, il se fait défoncer la gueule. Il se prend un Sister Abigail sur le tapis à l'extérieur. Le Fiend retire le tapis. Il rebalote. Sister Abigail sur le ciment, cette fois-ci. Mandible Claw. Du sang, s'égore. Rollins meurt en direct. Du sang partout. Ça coule. La lumière s'éteint. La lumière revient. Et voilà comment ce putain de show honteux se termine. Remboursé. Ben, moi aussi j'aurais crié ça si j'avais été dans le public. Remboursé. Mais boycotter la WWE, c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi. Boycotter Vince. Démissionne Vince. Quitte-nous ça.
Et il paraît qu'il y avait des news qui disaient qu'il était en train de rire backstage. Et je suis sûr que c'est vrai en plus. Ça le fait rire. Il est en train de tuer sa compagnie et ça le fait rire. Et c'est encore ces décisions de merde au détriment des fans. C'est surtout ça qui me rend malade. C'est toujours au détriment des fans. Il y en a ras le cul. Ras le cul des décisions de merde de Vince. Et même les employés, les lutteurs, ils en ont marre. Ils comprennent pas. Et paraît-il que même Bray Wyatt, en off, après le show, il a retiré son masque. Il est obligé de s'excuser. Il a été obligé de s'excuser, putain de bordel. Et Rollins se fait même insulter. Alors ça va un peu trop loin, on est d'accord. Mais ça va trop loin, cette histoire. Ça va trop loin. Ici, tout ça, c'est Vince. Tout ça, c'est Vince. Vince qui nous fait de la merde. Le show se termine merdiquement. Le public en a marre. On en a marre. Et il trouve ça formidable, le vieux. Il trouve ça formidable. J'en peux plus. J'en peux plus, là. J'en peux plus. Je craque. Je craque. Et voilà. Voilà, je peux plus trop. J'ai plus rien d'autre à dire parce que c'était le show le plus bizarre que j'ai jamais vu depuis des années. Des années. Et ma review est probablement la plus arbi que j'ai jamais faite, puisque voilà, dans une ambiance particulière. Mais le rouge était à l'honneur. Cage rouge, ceinture rouge, lumière rouge, du sang à la fin rouge, et le public qui voit rouge, comme moi. On voit tous rouge après ce show. On voit tous rouge. Et on en a ras le cul. On en a ras le cul. Alors le season première de Raw, le renouveau, SmackDown, sur la Fox, la draft, ben je vous pisse au cul, on n'en a rien à branler de vos histoires. Rien. Parce que c'est toujours dans la merde. Toujours. C'est toujours Vince. Toujours Vince. Qui balance sa compagnie en l'air. Et qui balance ses fans en l'air. Et la AEW, ils vont finir par les bouffer, tout cru, avec ces conneries. Et ce sera de sa faute. Uniquement de sa faute. Alors je vous laisse. Il n'y aura pas de Vive le Catch. Il n'y aura pas de Zéro Miedo. Il n'y aura rien. Il y aura juste Fuck you Vince. Ciao à tous.